Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan de lecture de la 3e, 4e et 5e semaine du mois de décembre 2021. Alors là oui, je cumule 3 semaines en même temps parce que durant la 3e semaine de décembre, j'avais presque rien lu parce que j'avais pas du tout le temps. La 2e semaine, cette fois j'avais pas mal lu mais j'avais pas eu le temps du tout de filmer, donc voilà, j'ai décidé de cumuler les 3 dernières semaines de décembre et de passer ensuite à un nouveau départ. D'ailleurs je vous souhaite à tous une bonne année 2022, j'espère qu'il vous arrivera beaucoup de belles choses et que durant cette année vous pourrez réaliser certains de vos rêves, certains de vos souhaits. En tout cas je vous le souhaite. Et du coup au total durant ces 3 dernières semaines de décembre j'ai lu 19 mangas et on va commencer tout de suite avec les tomes 4 à 8 de Shaman King. Durant la dernière vidéo bilan de lecture je vous avais parlé de tomes 1 à 3. Là j'ai continué et j'ai lu actuellement tous les tomes que je possède dans ma collection. Du coup maintenant il faut que j'avance, que j'achète la suite. Je vous montre du coup les covers rapidement, qui sont toujours assez sympas. D'ailleurs j'avais même pas fait attention, mais en fait toutes les couvertures sont réversibles, il y a toujours une autre couverture en dessous, et bah c'est super génial, j'aime beaucoup. Voilà. Et du coup Shaman King, écoutez, durant tous ces petits tomes là, on avance beaucoup dans l'histoire, on découvre de nouvelles choses à propos par exemple de la famille de Yo, de ses ancêtres. On plonge également totalement dans le Shaman Fight. Dans beaucoup de shonen, voilà, on a une compétition. Mais là, pour le coup, la compétition est vraiment sympa et vraiment intéressante. On découvre plein de groupes différents, plein de chamans différents, avec des pouvoirs différents, des fantômes différents. Et ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment très varié, très intéressant. On creuse énormément les personnages durant tous ces tomes. Notamment Ryu qui est, je pense, mon personnage favori dans Shaman King. Franchement, il est drôle, il est génial, il est tellement spécial. J'aime beaucoup trop ce personnage, il me fait tout le temps délirer. Les dessins, quant à eux, sont toujours aussi bons, hein, très agréables. J'aime beaucoup personnellement. C'est plutôt sympa. En plus de ça, j'aime beaucoup parce que je regarde l'animé qui sort actuellement assez récemment en parallèle de la lecture du manga et on voit vraiment les différences par rapport à la censure. Vraiment le manga est bien plus violent vraiment à l'animé et franchement c'est énorme, c'est juste génial. C'est une histoire qui est vraiment très palpitante à suivre, très original, et on a vraiment des personnages qui évoluent. Seulement notre héros principal, hein, mais aussi les personnes qui l'entourent, son équipe, ils deviennent de plus en plus attachants par la suite et c'est vraiment très appréciable. C'est vraiment un petit classique, un Shaman King que je conseille à tout le monde. En plus, là actuellement l'œuvre est en cours, mais le tome 17 dans cette édition là est déjà sorti et du coup c'est le dernier tome, donc vous savez déjà que ça va faire 17 tomes, ça va encore. Et franchement, bah, j'ai très hâte de continuer cette lecture parce que c'est un shonen que j'apprécie énormément. Du coup, pour vous informer une nouvelle fois, c'est édité chez Kana. Le 27 novembre 2020 pour le tome 4, c'est un shonen du coup, comme je l'ai déjà répété, et ça terminera en 17 tomes, mais l'œuvre est actuellement en cours. Pour la lecture suivante, on va parler des 3 premiers tomes de Don't Call It Mystery. Donc, je suis à jour niveau sortie et niveau lecture. Ça devient de plus en plus rare, hein, donc je suis contente de pouvoir le préciser cette fois-ci. Les covers sont vraiment sublimes. En fait, j'aime beaucoup l'édition de ce manga. Elle est vraiment très belle et même au toucher, c'est vraiment agréable. Je vous mettrai du coup le résumé du tome juste ici. Et autant vous dire que si j'ai craqué pour cette œuvre-ci, c'est parce que quelques jours avant l'achat du tome 1, j'ai terminé un jeu qui s'appelle Judgment. Et pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Voilà, on jouait un ancien avocat qui devient détective. Et l'histoire du jeu était vraiment super prenante, le gameplay était délirant et à la fois intéressant. J'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour ce jeu. Et là, bah écoutez, on avait un manga plutôt intéressant. On va parler de détective, du coup ça m'a pas mal attiré parce que je venais de sortir de ce genre d'univers avec un jeu vidéo incroyable. D'ailleurs, je suis en train de jouer à la suite actuellement. Et bah j'ai adoré en fait ce manga, il se lit vraiment très rapidement,
C'est drôle à certains moments. Le personnage principal, du coup, notre détective qui n'en est pas vraiment un, hein, finalement, c'est juste un étudiant, mais il a une intelligence hors norme, une capacité d'analyse et de déduction incroyable. Franchement, c'est très prenant de suivre les petites enquêtes, on va dire entre parenthèses, qu'il résout, qu'on découvre avec lui, même si au final il n'est pas détective, il n'est pas censé faire tout ça, mais il se retrouve en fait malgré lui dans certaines situations. C'est juste marrant, c'est très intéressant, c'est très bien ficelé, très bien développé. Il y a beaucoup de mystères par rapport à notre héros principal, par contre j'ai hâte d'en savoir un peu plus, qu'on creuse le personnage, notamment avec les relations de sa famille, parce que ça a l'air assez compliqué, donc j'ai hâte vraiment de creuser le personnage pour qu'on puisse encore plus s'attacher à lui, mais c'est vraiment super agréable pour l'instant de lire Don't Call It Mystery avec des enquêtes assez étranges parfois, assez intéressantes, assez prenantes, avec toujours un résultat assez surprenant au final. Ça part parfois un petit peu en cacahuète, hein, mais j'aime bien, c'est vraiment très prenant. Et puis en plus de ça, je trouve les dessins assez agréables à regarder, hein. On a un trait plutôt fin, plutôt agréable. En fait, on arrive vraiment à plonger dans un univers parfois très sérieux, mais avec une petite dose d'humour de la part de notre personnage principal, même s'il fait pas forcément tout le temps exprès. Et bah écoutez, c'est juste génial, c'est très bien dosé, j'aime beaucoup. Et du coup, Don't Call It Mystery, c'est édité chez Noévé Graphics le 14 mai 2021 pour le tome 1, c'est un josei, et il est en cours actuellement, mais la date pour le tome 4 n'a pas encore été annoncée. Pour continuer ce bilan de lecture, on va parler d'un one-shot, on va parler de Papa est une licorne, un manga qui m'avait tout de suite tapé à l'œil avec son titre, sa cover, j'étais vraiment intriguée, hein. C'est dans les éditions What the Fuck de chez Akata. Donc ça promettait une histoire assez étrange, assez perchée. Et c'est des choses que j'aime également, donc j'ai sauté le pas, surtout que voilà, c'est un one-shot. Donc c'est édité chez Akata le 22 avril 2021. C'est un seinen et c'est également un one-shot. Je vous mets le résumé du one-shot juste ici. Et en fait, je tiens à dire que j'ai trouvé le one-shot très agréable à lire, très divertissant. Alors c'est pas le manga de l'année, hein. J'ai trouvé ça intéressant le fait de parler des relations entre un garçon et son nouveau beau-père, hein, pour voir un petit peu comme ça peut être parfois compliqué de recréer une famille entre parenthèses. C'est pas toujours évident, que ce soit du côté de l'enfant ou du côté du nouvel arrivant, on va dire. C'est vraiment agréable parce qu'on voit vraiment leur relation évoluer à tous les deux au fur et à mesure de la lecture. Même si du coup ils ont tourné ça de manière assez étrange parce que le beau-père en question est une licorne qui peut se transformer en humain et qui ne se contrôle pas forcément et qui n'est pas très doué au départ avec le jeune. D'ailleurs, dès le début du manga, des premières pages, la mère se casse je ne sais plus où et les laisse tous les deux. Et j'ai trouvé ça assez dommage. C'est intéressant d'avoir développé leur relation à tous les deux, mais j'aurais bien aimé qu'ils développent vraiment toute la petite famille ensemble. Finalement, une famille recomposée, c'est vraiment un tout. Elle réapparaît juste à la fin, c'est un petit peu dommage. Et on a également une petite histoire supplémentaire juste pour nous raconter leur rencontre qui est tout aussi étrange. Mais c'est dommage voilà, que ça n'ait pas été un peu plus travaillé. C'est intéressant, c'est divertissant, mais ça manque un petit peu d'informations et de développement. Ça va un petit peu vite. C'est vrai que c'est assez étrange d'avoir fait ce choix, d'avoir mis un homme licorne à la place du beau-père. Moi personnellement ça m'a pas dérangé, ça m'a même fait plutôt rire parce que ça amène à des situations assez étranges et assez amusantes. Mais enfin voilà, c'était pas le one shot de l'année, mais c'est un one shot qui est tout de même agréable à lire, qui m'a fait rire, qui est assez détente. Mais quelques petites pages et un petit développement supplémentaire n'auraient pas été de refus quand même. J'aime beaucoup le trait, c'est très bien dessiné. Et voilà, c'est très amusant, on passe un bon moment, on parle en même temps de liens familiaux, donc c'est vraiment sympa. Cette fois, on va parler des tomes 1 et 2 de Remember. Et autant vous dire que j'ai adoré cette série et que je vais m'empresser de la continuer. C'est édité chez Kiun le 11 février 2016. C'est un seinen et il est terminé en 17 tomes. Je vais vraiment m'empresser de continuer cette série parce que je la trouve très très bonne. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Je savais pas trop à quoi m'attendre et franchement j'ai adoré. Cette fois on est vraiment plongé dans une sorte de légende urbaine qui emprisonne certains élèves et qui se retrouvent à devoir retrouver les membres d'un corps
dans leur lycée la nuit et en boucle en fait. Durant cette nuit, ils se font pourchasser par la Rouge Sang qui est une petite fille effrayante, je vous jure. C'est vraiment la petite fille comme dans les films d'horreur avec les cheveux longs, qui est ensanglantée avec un doudou et qui court vite, qui chante. Et ça fait trop peur, je vous jure, elle est horrible. Durant ma lecture, j'étais pas très bien, hein. Elle est horrible et en plus les morts sont ignobles, c'est vraiment assez gore à certains moments. Ils reviennent en boucle à minuit à chaque fois dans le lycée la nuit sans pouvoir s'échapper. Malgré de nombreuses tentatives pour éviter leur destin, c'est impossible tant qu'ils n'ont pas réuni toutes les parties du corps de la personne découpée. Ça va être une boucle infernale où ils vont revenir et se faire tuer, et revenir et se faire tuer, et ça jusqu'à ce qu'ils trouvent les parties du corps. Et franchement c'est super cool, dès les 2 premiers tomes j'ai accroché. Les personnages ils sont pas incroyables, ils sortent pas du lot, c'est généralement les mêmes genres de personnages qu'on voit dans ce style d'œuvre. Mais ça fait le taf, c'est très sympa de les suivre. J'aimerais bien comprendre du coup par la suite, est-ce qu'il y a une raison pour que ce soit eux et pas d'autres personnes, ou si c'est vraiment du hasard pur et dur. Pourquoi, d'où est-ce que ça sort, comment c'est possible. Je sais pas si on aura ce genre de réponse dans la suite du manga, mais j'ai très hâte de voir comment ça évolue. Il y a juste un petit truc dommage, c'est que durant la première nuit, alors tout le monde se fait tuer hein, parce que c'est la découverte et tout. Et quand ils reviennent, ils ont une marque là où ils ont été tués. Par exemple, notre héroïne, je crois qu'elle se fait trancher la tête, elle a une marque à la gorge. Un autre, il avait une marque sur le ventre. Et en fait, vraiment, ils ont encore mal et tout, et ils sont vraiment marqués. Mais par la suite, les marques disparaissent très rapidement. Et durant les autres nuits où ils vont également mourir, et il n'y aura plus jamais de marques, ils vont plus s'en plaindre. Et c'est un peu dommage, du coup, ils auraient pu laisser le fait qu'ils aient des marques. Bon, même si, vu le nombre de fois où ils répètent la nuit et ils meurent, ils auraient été marqués de partout, ça n'aurait plus aucun sens. C'est un petit peu dommage parce que c'est vraiment passé à la trappe très rapidement, cette histoire de marques. Ça me faisait un petit peu penser à Freddy et Griffes de la Nuit d'ailleurs. C'est pas grave, l'histoire est vraiment prenante et j'ai très hâte de voir le déroulement, voir comment ça va se passer par la suite, s'ils vont réussir ou pas. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite, parce qu'il y a quand même 17 tomes, donc c'est qu'il y avait quand même des choses à raconter et à montrer, donc j'attends de voir. Je suis très impatiente. Voilà, comme je vous disais, c'est assez violent, c'est assez gore. Hein. Donc les dessins sont plutôt intéressants, hein, assez classiques, mais les scènes assez dégoûtantes sont bien représentées, quoi. Mais c'est juste horrible par contre à lire. Non, franchement, j'aime beaucoup, j'ai très bien accroché, je m'attendais pas à autant accrocher d'ailleurs, donc je suis super contente. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Dahlia, artisane magicienne. Alors, c'est édité chez Komiku. Le 29 avril 2021, c'est un seinen et il est en cours actuellement, il n'y a pas encore d'annonce pour le tome 4. J'ai pas énormément de choses à dire dessus, c'est juste que c'est un manga que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup ce genre d'univers, je trouve que Dahlia est vraiment un personnage très agréable à suivre, qui évolue à chaque fois au fur et à mesure des tomes, qui crée à chaque fois de nouvelles choses. Et j'ai très hâte en fait de voir toutes ses autres créations, voir encore plus son évolution. Et j'aime beaucoup également ses proches, ils sont assez présents, ils sont assez là pour elle. Et ils sont très agréables, j'aimerais d'ailleurs les voir un peu plus. D'ailleurs Dahlia s'est fait un nouvel ami avec qui ils s'entendent vraiment bien, ils sont proches. Et on comprend quand même, je pense, que par la suite ils finiront par être en couple tous les deux. Hein, même s'ils s'obstinent pour l'instant à bien préciser qu'ils sont amis. Je ne pense pas que ça va durer, hein, je le sens. Ça c'est assez prévisible, je pense. Sinon, je serais très surprise. Avoir cet ami, ça va beaucoup l'aider. Ça va vraiment la booster dans son boulot, dans le fait de se faire connaître, elle et ses créations. Et c'est vraiment super cool. Donc voilà, on continue de suivre son évolution dans ce monde-là. Et c'est vraiment un univers assez chill, assez agréable à lire. Et je suis très contente d'avoir dans ma collection. J'aime beaucoup, c'est très agréable à lire. Et en plus de ça, écoutez, les dessins sont plutôt bon, c'est assez joli, il y a un trait assez agréable et franchement les personnages à chaque tome deviennent de plus en plus attachants, donc c'est juste génial. On va parler ensuite du tome 1 de Pétales de réincarnation, un manga que je voulais commencer depuis un moment et quand j'ai trouvé ce tome 1 en occasion, et écoutez, j'ai pas hésité. Du coup c'est édité chez Komiku le 9 juin 2016, c'est un shonen et il est en cours, le tome 14 sortira le 10 février. Je vous mets le résumé juste ici.
Et écoutez, ben, j'ai plutôt bien apprécié. Je sais pas trop encore quoi penser du héros qui a l'air de se chercher. C'est clairement le cas, hein. Il se cherche, il essaye de trouver son talent parce qu'il a beau essayer tout et n'importe quoi, il ne se sent jamais à la hauteur, il se sent toujours en dessous de quelqu'un et il voudrait vraiment trouver le talent qui est fait pour lui et il va voilà, rencontrer une certaine personne, il va découvrir le fait de récupérer un talent d'une vie antérieure grâce à une branche de réincarnation. Donc voilà, il faut qu'il se suicide en gros avec cette branche et ensuite il va ressusciter en gros avec un talent. Et écoutez, bah, c'est plutôt intéressant. Alors on n'a pas encore beaucoup de réponses sur certains personnages et tout ça, tout ça. On voit vraiment que les talents peuvent être de tout et n'importe quoi, que ça peut être de la force physique, de l'intelligence. Quelqu'un qui va se faire appeler Einstein, hein, avec du coup le talent d'Einstein et tout ça, tout ça. Et du coup on a beaucoup de références à des personnalités assez connues et c'est vraiment cool. Dès ce premier tome, vraiment on a pas mal d'actions. On est tout de suite lancé dedans et écoutez, c'est vraiment très bien dessiné. Et le problème de ce talent, c'est que parfois ce sont des psychopathes, des tueurs en série qui en développent, qui se réincarnent et c'est pas folichon folichon. Du coup ça c'est cool hein, parce que dans les ennemis à abattre, on va dire, on tombe sur des réincarnés qui ont réellement existé dans notre monde, hein. On a du coup beaucoup de références à des personnalités connues qu'on admire, mais comme des personnalités qui nous guident, qui nous dégoûtent et qui nous terrifient. Et c'est juste génial, j'aime beaucoup le concept. J'ai hâte vraiment de développer du coup l'univers, de voir comment ça va tourner par la suite, de voir aussi à partir du tome 2, je pense, le talent que va développer notre personnage principal, notre petit héros. Les dessins sont parfois un petit peu inégaux, c'est pas toujours parfait, mais ça reste très agréable à regarder quand même. Ça se lit tout seul et on est tout de suite pris dedans, donc j'ai très hâte de continuer cette série. On poursuit ensuite avec les tomes 1 et 2 de Insomniac. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors Insomniac, c'est édité chez Soleil le 12 mai 2021, c'est un seinen. Et il est en cours actuellement, le tome 4 sortira le 16 février. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai pas du tout vu le tome 3 en librairie quand il est sorti, du coup je l'ai loupé. Du coup j'ai lu que le tome 1 et 2 et c'est vraiment en préparant cette vidéo que j'ai vu que le tome 3 était déjà sorti, donc il faudra que j'aille l'acheter pour continuer ma lecture. Mais Insomniac, c'est vraiment très sympa. C'est assez intéressant parce que du coup ça parle principalement du sujet de l'insomnie, quelque chose qui n'est pas souvent compris par certaines personnes. C'est un véritable fléau, c'est vraiment pas quelque chose de joyeux, de très agréable et c'est vraiment sympa d'avoir une œuvre qui en parle. En plus de ça, les personnages sont vraiment très agréables à découvrir, à suivre, ils sont vraiment attachants très rapidement, ils se rencontrent assez vite dans l'histoire et franchement ça matche bien. Ils ont vraiment une alchimie très agréable à suivre, c'est doux, ça se développe très bien, ça évolue parfaitement. C'est vraiment une œuvre très chill à lire, très agréable, c'est très doux. En plus de ça, on ne parle pas du coup que de problèmes d'insomnie, mais également d'astronomie. Et c'est vraiment un petit manga qui va petit à petit vous faire rêver, ça va ouvrir un peu les personnages qui sont, en tout cas pour notre héros garçon, assez renfermé, assez solitaire quand même. Il a un ami mais on va dire que c'est tout, hein. Il est même un peu méprisé par certaines personnes et ça va vraiment lui permettre d'évoluer, de se développer. La relation marche super bien, j'aime beaucoup ces deux personnages et j'ai très hâte de suivre leurs aventures, de voir s'ils vont réussir à combattre leurs insomnies et de les voir poursuivre, on va dire, cette petite passion de l'astronomie qui se développe chez eux. C'est même pas niais, hein, c'est juste, voilà, c'est léger, c'est marrant, on passe un bon moment. Oh, je suis pas toujours fan du trait, par contre, les dessins ne sont pas toujours très beaux. Après, c'est moi, hein, je suis pas ultra fan des visages en général, mais ça reste tout de même très correct, hein. J'ai vu bien pire et je vais me faire un plaisir de continuer cette série. On va parler maintenant de l'avant-dernière œuvre de cette vidéo avec les tomes 3 à 5 de Corps Solitaire. Alors, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. C'est édité chez Kana le 21 mai 2021 pour le tome 3. C'est un seinen et il est en cours actuellement. Le tome 6 sortira le 7 janvier. C'est une œuvre que j'apprécie lire, qui est très mature,
qui parle notamment de sexualité. On va suivre Michi qui est mariée mais elle n'a plus de relation sexuelle avec son mari, il ne veut pas. Leur couple bat un peu de l'aile, on va dire, c'est une routine s'est installée. Elle va rencontrer Nina, un homme qui n'a pas de relation sexuelle avec sa femme parce qu'elle est tout le temps au travail, elle ne pense qu'à ça. C'est limite si elle le regarde en fait, et ils vont du coup se rapprocher tous les deux, développer une amitié grâce à cela parce qu'ils se comprennent, voilà, et se rapprocher même dangereusement. On a des relations assez compliquées. Alors moi, depuis le début de l'œuvre, je hais le mari de Michi. Franchement, je ne le supporte pas. Il l'a même trompé, du coup, pour dire. Alors, il veut pas coucher avec sa femme, mais ça ne le dérange pas de coucher avec une autre. Ce qui m'a horripilée. Je le déteste vraiment. Je trouve ce personnage insupportable. Et j'ai pu voir que je ne suis pas la seule, donc j'en suis ravie. J'espère quand même qu'un jour, il avouera son erreur. Après, du coup, Michi commence à franchir bien la limite. Alors, elle n'a pas couché, du coup, pour elle, c'est encore rattrapable. Mais pour moi, elle est déjà allée trop loin avec Nina. Et ça devient, du coup, vraiment compliqué parce que tu vois que le mari de Michi essaye de faire des efforts, mais sexuellement parlant, c'est toujours pas ça. Et la femme de Nina fait également pareil, elle essaye de faire des efforts quand elle comprend qu'elle est en train de perdre son mari. Sauf que Nina, lui, est tombé totalement amoureux de Michi et ne regarde même plus les efforts de sa femme. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a deux points de vue différents. On a le point de vue de Michi qui culpabilise un petit peu de se rapprocher de Nina parce que son mari fait des efforts. Et elle se dit qu'elle veut mettre un terme à tout ça et qu'elle veut vraiment essayer de se concentrer avec son mari et essayer d'arranger les choses. Tandis que Nina ne pense plus qu'à Michi et ignore totalement les efforts de sa femme. Il se dit que c'est trop tard, qu'il a plus de sentiments, que c'est fini en fait. La flamme s'est éteinte et elle n'arrive pas à se rallumer. Voilà, ça devient vraiment compliqué, il y a des personnages qui souffrent, c'est galère. Et malgré le fait que Michi essaye d'oublier Nina, elle a une attirance pour lui, Nina, bah pareil, hein, comme je viens de le dire. Et le problème, c'est que sexuellement parlant, c'est toujours le vide pour Michi et son mari. Et elle, ça la frustre énormément. Ça la frustre tellement qu'elle en devient presque insupportable. Et elle met énormément la pression à son mari. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que bah, dans ces tomes 3 à 5, on va développer pas seulement Michi et Nina, mais le mari de Michi et la femme de Nina. De leur côté, on va vraiment voir leur point de vue. La femme de Nina va comprendre qu'elle a été trop concentrée sur son boulot et qu'elle a complètement délaissé sa vie de couple. Le mari de Michi va aussi comprendre qu'il a fait des erreurs, va ressentir vraiment leurs souffrances respectives. Dans ce tome 5, j'ai presque eu de la peine pour le mari de Michi, qui souffre apparemment réellement de cette pression au niveau de la sexualité. Et je trouve qu'on va vraiment dans des sujets très intéressants à aborder, qui ne sont pas énormément abordés dans ce genre de manga généralement, et je trouve ça très intéressant. J'espère en voir plus par la suite. Et c'est vrai que je ne sais plus trop où donner de la tête dans ce manga, il se passe tellement de choses. T'as envie de soutenir certains personnages, en même temps certains on fait des choses qui ne sont pas acceptables. En fait, tu ne sais plus qui défendre, tu suis juste une histoire qui part un petit peu en vrille et qui reste compréhensible. Et c'est vraiment la folie. Et je crois que je reste quand même dans ma position de... Je déteste le mari, parce qu'il a quand même trompé Michi. Et j'en veux un petit... Et je commence à avoir un petit peu de mal quand même avec Michi et Nina. En fait, il y a un manque de communication énorme. Et du coup, ils sont en train de tous se tromper les uns les autres et c'est un petit peu chiant parce que c'est des adultes. Donc j'espère vraiment que tout va péter à un moment donné et voilà. Et je pense simplement que Michi et Nina devraient quitter leur mari et femme respectifs parce que ça n'ira pas en fait, ça n'ira plus. Je ne vois pas comment ça pourrait aller à l'heure actuelle. Après, est-ce qu'on devrait voir Michi et Nina ensemble? Je ne sais pas non plus. C'est à voir, mais j'ai l'impression que Nina devient extrêmement dépendant de Michi alors qu'ils sont même pas ensemble, hein, ils sont juste échangés des baisers. Donc à voir. J'ai l'impression qu'ils devraient limite faire tous des routes séparées. Donc on verra comment ça évolue par la suite. Mais c'est vraiment très intéressant. Et puis voilà, les dessins sont plutôt bons, le trait est léger. C'est plutôt agréable à regarder. Du coup, pour finir le bilan de ces 3 dernières semaines de décembre,
j'ai lu le one-shot No Control. Donc c'est édité chez Delcourt Tonkam. Le 19 mai 2021, c'est un seinen et c'est un one-shot. Et je vous mets le résumé juste ici, mais autant vous le dire tout de suite, c'est pour public averti. Il y a énormément de relations sexuelles dans l'œuvre. Mais malgré tout, même s'il y a énormément de passages sexuels, l'histoire est plutôt intéressante. L'histoire est plutôt bien développée, j'ai envie de dire. Les personnages sont plutôt attachants, même si je trouve que notre héros est bien plus raisonnable que Madame, qui est vraiment, on va dire, la grosse perverse du couple. Pour changer un petit peu, hein, c'est pas toujours comme ça. Donc c'est plutôt intéressant. C'est même assez drôle à certains moments également. Vraiment, on a une histoire qui tient plutôt bien la route, qui est agréable à lire. Donc pour les personnes qui sont assez fans d'ecchi, de manga assez mature, et ben écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas le manga de l'année, c'est pas incroyable, mais ça se lit assez rapidement, assez vite. En plus de ça, les dessins sont vraiment jolis. C'est compliqué hein, de vous montrer des pages sans avoir de passage un petit peu olé olé, mais bon, c'est pour que vous voyez un petit peu le trait, et voilà, c'est plutôt agréable. C'est bien dessiné, c'est drôle, c'est assez perché, et voilà, c'est un one shot, donc franchement, ça se lit tout seul, mais comme je le répète, c'est pour public averti, il y a énormément de passages sexuels, si ce n'est presque que ça, malgré une histoire bien présente également et assez bien développée. Sur ce bilan de lecture est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de ces 3 dernières semaines, et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour, ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.